sur notre JDR. Fred, ben, je te propose une petite présentation en 2-3 minutes. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Frédéric Meurin, je travaille dans le milieu du jeu de rôle, notamment pour le studio Agathe, mais aussi pour JDR Édition, pour Leto et Eldercraft, entre autres, même si l'essentiel de mon activité c'est pour le studio Agathe, qui édite justement Brancalonia, dont on va parler un peu plus tard, et j'écris, je fais de la coordination éditoriale, de la relecture. Donc voilà, j'œuvre à produire certains des livres qui vous emmènent dans des univers très variés. Bah, c'est cool, on voit que tu as une bonne expérience. Et donc, aujourd'hui, nous sommes justement là pour parler avec toi donc du JDR Brancalonia sur lequel Mm. tu travailles. Alors, Yes. avant de rentrer concrètement dans l'univers, l'histoire du JDR, c'est quoi un petit peu la genèse justement de ce jeu de rôle? Comment est-ce que ça a été amené à être créé? Alors, c'est une longue histoire qui commence en Italie, puisque c'est un jeu qui est édité par nos amis italiens d'Acheron Games. C'est un jeu de fantasy spaghetti. Donc, ils ont rassemblé deux tendances du jeu de rôle en Italie, qui étaient un peu encore embryonnaires, et ils ont concaténé ça à travers un genre qu'ils ont créé qui s'appelle le fantasy spaghetti. Donc déjà, ça pose la couleur un petit peu de l'ensemble. Ils ont lancé un jeu qui s'appelle donc Brancalonia sur Kickstarter, à la fois en italien et en anglais. Ma foi, le financement participatif a rencontré un chouette succès, puisqu'ils ont tout de suite réussi à financer le premier supplément de la gamme. Et quand on a vu cette proposition originale, on a contacté Acheron Games, le studio Agathe a contacté Acheron Games en disant ça vous dirait qu'on traduise ça en français? Et puis ils ont dit bah ouais, ça a l'air de matcher entre nous, donc allons-y, partons. Et en janvier 2022, donc en début de cette année, on a proposé au financement participatif Brancalonia, son premier supplément et différents petits bonus dans un financement participatif franco-français, là cette fois-ci, francophone du moins, et qui a permis de faire découvrir ce jeu à la communauté rôliste francophone, et, euh, et on espère bien lui donner une longue vie par la suite. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais c'est vrai que Mmh. l'univers de ce jeu de rôle, il est un petit peu particulier puisque il mélange le côté médiéval fantastique avec, comme tu disais, le côté western spaghetti. Tu peux un petit peu Ouais, développer justement c'est l'univers? ça. Alors l'univers, ça se déroule dans une Europe, et plus particulièrement une Italie moyenâgeuse, tout début Renaissance, où il va y avoir quand même de la fantasy. Mais on est sur un cadre de low fantasy, donc la magie existe, le fantastique existe, il y a des espèces surnaturelles, enfin ce que nous on appelle aujourd'hui des espèces surnaturelles, mais il ne va pas y avoir trop d'elfes ou de nains ou tout ça, on va être sur des choses plus classiques, enfin classiques, plus, ouais, plus low fantasy, j'ai pas de meilleur terme, avec une ambiance très âpre et concrète, dans le sens où on va être sur des personnages, on en parlera après, qui sont des canailles. Donc l'univers est avant tout orienté autour de qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir grailler demain. Donc on n'accomplit pas des aventures dans cet univers, parce que ça c'est réservé aux héros, et vos personnages ne sont pas des héros, mais vous allez accomplir des corvées qui vont vous permettre de gagner de quoi remplir votre bourse et votre panse pour manger jusqu'à la semaine prochaine, avec un peu de chance. Donc on est sur un univers qui se veut parodique, qui se veut pas très sérieux, et en même temps qui peut être joué de manière très crue et très réaliste. Mais voilà, l'un des exemples qui est souvent employé, c'est, vous voyez la scène finale de Le Bon, la Brute et le Truand. Bah, la Brute, c'est une sorte de demi-géant qui fait 3 mètres. Le Bon,
c'est un chevalier qui croit en ses valeurs, mais bon, son armure elle est rouillée et il chevauche un âne parce qu'il n'a pas les moyens de se payer plus. Et le truand, c'est une marionnette, parce qu'on peut jouer des marionnettes animées. Et tout ce petit monde se regarde en disant qui est le salaud qui va dégainer le premier pour récupérer les 15 pièces de cuivre qu'il y a au milieu. Parce que bon, encore une fois, tout ça est à la petite semaine. D'ailleurs, je me permets d'intervenir dans le livre de règles, ou en tout cas dans les textes qu'on peut lire. Je crois qu'il y a une citation, alors je me souviens plus de qui est la citation exactement, mais il y a quelqu'un qui dit dans la vie, il y a 2 types d'hommes. Il y a ceux qui creusent et ceux qui ont une arbalète. Toi, tu creuses. Oui, voilà. Non, mais tout le livre est parsemé de références soit à la pop culture, soit aux contes traditionnels, soit à des ouvrages peut-être même plus érudits, des classiques de la littérature italienne comme Le Baron Perché, voilà, des choses comme ça. Mais tout ça reste très accessible, ça se lit de manière très fluide, très agréable, c'est découpé par région, donc on va pouvoir avoir des choses qui vont être très comme ça, dans une ambiance très western, d'autres beaucoup plus sombres, un peu plus horrifiques, mais toujours avec un côté branquignol, c'est-à-dire le jeu s'appelle Brancalonia, donc vous jouerez jamais des choses où vous allez sombrer dans une folie profonde face à des grands anciens ou affronter des dragons. Vous êtes des brocasses et donc ça va pas se passer. C'est plus 7e compagnie que film de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan, quoi. On est vraiment sur le côté 7e compagnie, quoi. Alors, dans ce jeu, il y a forcément un système de jeu. Est-ce Bien sûr. qu'on est sur un système avec des D10, des D20? C'est quoi le système de jeu qui est utilisé? Le système de jeu est tout simplement celui de la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle. Hein, voilà, je ne parle ni de l'œil noir, ni de Vampire la Mascarade. Mais voilà, donc c'est compatible 5e. Donc les règles classiques, que vous ayez celle de Wizard of the Coast, celle de Héros et Dragons du SRD ou de Dragon, la mouture de la 5e chez Agathe, vont fonctionner. Les petites particularités, donc on va retrouver les classes habituelles de ce système de jeu. Les particularités vont être introduites pour correspondre à ce monde, à la petite semaine où vous incarnez des canailles, encore une fois, et pas des héros. Parmi quelques exemples, il y a tout un système pour gérer le matériel de mauvaise qualité, hein, donc le genre de truc qui se pète dès que vous vous en servez un peu trop fort. Il va y avoir un système basé sur les repos, c'est-à-dire qu'un repos long, c'est forcément une semaine. Donc pour récupérer ses sorts, pour les lanceurs de sorts, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Et comme le matériel est de mauvaise qualité, les composants sont de mauvaise qualité, donc la magie est un peu pourrie elle aussi. Oui, vous avez réussi à lancer une zone de ténèbres, pas de bol, tout le monde tousse dedans parce que voilà, vous avez en fait fait un gros nuage de poids et de suie. Donc oui, c'est vrai, personne n'y voit goutte, mais tout le monde crache ses poumons parce que voilà, vous avez fait de la fumée en fait. Donc voilà, il y a quelques éléments et aussi comme on est dans une ambiance très très western et très western spaghetti, qui est une forte inspiration Bud Spencer et Terence Hill pour ceux qui connaissent. Eh bien, il va y avoir des combats non létaux, des RIX, des combats au corps à corps. Donc, avec tout un système de RIX qui est très bien foutu. Enfin, un système de corps à corps et à main nue qui fonctionne et qui rajoute du fun, quoi. Donc, voilà, les petites particularités du système. Et puis après, c'est le système de la 5e. Hein. Vous avez une caractéristique, il faut lancer un D20 et battre un niveau de difficulté normal. Vous retrouverez vos petits. Alors, dans cet univers, c'est quoi un petit peu, tu en as un petit peu parlé déjà, mais c'est quoi les personnages qu'on va pouvoir retrouver? Et aussi en termes de création de personnages, est-ce que créer un personnage, c'est quelque chose qui va prendre du temps? C'est quelque chose qui peut être rapide? Est-ce qu'on a cette possibilité comme on joue des canailles, donc des gens, comme tu l'as dit, qui sont pas forcément des héros, est-ce qu'on a cette possibilité au final de faire un petit peu ce qu'on a envie? Oui, bien sûr. Déjà, vous avez tous les archétypes disponibles
dans la mouture de base de la 5e, vous pouvez aller piquer à droite et à gauche dans vos univers favoris pour les ramener ici. Alors, évidemment, on ne va pas avoir des concepts trop éloignés, parce qu'encore une fois, on est dans un monde de low fantasy, donc si vous arrivez avec un archimage ou un apprenti archimage, ça va pas bien le faire. Par contre, oui, vous allez avoir des archétypes qui sont proposés dans l'univers de jeu, qui vont être des Guiscards, c'est-à-dire par exemple des mages à la petite semaine, qui sont entre le prestidigitateur, l'escroc et le vrai magicien qui fait de la vraie magie, mais enfin bon, tout ça est assez pourri quand même. Vous allez avoir le païen qui est donc l'équivalent du barbare. Vous allez avoir, j'en cite là comme ça, le chevalier errant qui est donc j'ai des principes, mais je tiens plus de Don Quichotte que du paladin, mais c'est quand même l'archétype de paladin. Vous allez avoir le frère qui est l'archétype du moine, qui est surtout là pour distribuer des baffes. Hein. Oui, il va tendre la joue gauche, mais il va peut-être riposter derrière, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. L'idée étant, encore une fois, que vous jouez pas vraiment des repris de justice, parce que c'est pas des grands criminels non plus, mais voilà, c'est des voleurs de poules, c'est des rogneurs de pièces, c'est des petits mercenaires qui préfèrent rester assis au tripot à boire des coups que à aller sauver la veuve et l'orphelin. Hein. D'ailleurs, pourquoi il faudrait les sauver? Ils ne peuvent pas se débrouiller eux-mêmes. Voilà. Beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de fainéantise, et donc beaucoup de fun, puisque on va poser un peu le cerveau sur le côté, on va s'autoriser à faire des bêtises et des erreurs, ce qu'on s'autorise moins quand on a un preux chevalier ou un puissant mage. Là, voilà. L'idée, encore une fois, c'est de jouer des traînes savates et le condottiere, donc la personne qui vous emploie dans votre clique, dans votre compagnie d'aventuriers, est là pour vous botter le cul, parce que ça va bien qu'il vous engraisse, mais il s'agirait de bosser un petit peu aussi tête feignant. Donc, on a de grandes possibilités de jeu au niveau des personnalisations. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que on est aussi là pour s'amuser. Vraiment, là, on est sur du jeu fun. Donc, ça permet aussi de se souffler entre deux campagnes très épiques où on a sauvé le monde. Là, on va chercher de quoi manger, ça va déjà être bien. Les personnages que vous allez jouer, pour finir, quand dans un jeu plus épique et plus héroïque, vous allez avoir un PNJ, un serviteur qui va du coup aller faire vos courses. En fait, dans Brancalonia, vous jouez ce serviteur qui va faire vos courses. Il va aller chercher vos composants, il va aller chercher le truc obscur que vous n'avez pas le temps d'aller quérir. Vous lui dites, tiens, t'es gentil, tu vas aller me chercher l'oiseau bizarre qui me sert à faire ma divination. Bon, ok, on va aller chercher la poule, très bien, super. Fait chier. Pardon pour les gros mots. Alors là, tu parles des personnages. On n'en a pas parlé, mais bon, c'est plus lié aux personnages, justement. C'est le concept de prime aussi qu'il y a dans le jeu, puisque les personnages, en fait, comme tu l'as dit, ils vont voler des poules, ils vont se saouler au tripot, etc. Et en fonction des actions qui sont jouées, votre personnage, à la fin d'une partie, va gagner des primes, et les primes vont avoir des conséquences à la fois sur leur charisme ou leur capacité. Sur notoriété, ouais. Alors, mais ça a aussi des conséquences, puisque normalement, si je ne me trompe pas, à la fin d'une partie, vous devez jeter des dés pour savoir si vous arrive quelque chose en fonction de votre prime. C'est ça, quand on dit gagner des primes, c'est pas c'est super, t'as gagné une prime, t'as gagné un bonus, tiens, voilà un jambon gratuit. Non, c'est des primes sur votre tête. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'affiches avec votre tronche recherchée mort ou vif. Bon, pour le moment plutôt vif, parce que voilà, il a juste volé 3 poules, on va pas tuer un pauvre gars pour ça, quoi. Mais bon, si vous commencez à vraiment faire des bêtises, peut-être qu'à un moment, la prime sur votre tête va monter. Donc c'est bien, vous êtes connu, vous êtes redouté, mais recherché aussi. Et si à un moment vous êtes très recherché, les chasseurs de primes qui vont aller à vos trousses vont être de plus en plus redoutables, et ça va forcément compliquer vos affaires. Donc vous allez avoir un vrai chasseur de primes efficace et redoutable qui va vous courir après, alors que vous êtes des brocasses qui a erreur sur la personne et que c'est pas moi, monsieur le juge. Donc il y a effectivement tout ce système-là
qui est un système de notoriété à double tranchant, parce que d'un côté, vous pouvez dire Eh, tu sais qui je suis? Ouais, je sais, et d'ailleurs, je t'ai vendu à la milice. Ah merde, vite, on se barre. Et donc, ça rejoint ce que tu disais. Donc, c'est à la fois un élément narratif, aussi bien pour les joueurs que pour les Mmh. MJ, mais c'est aussi un petit système mécanique qui, à la fin, dit bah, c'est super, vous êtes rentré chez vous, mais les gardes vous attendent et vous pouvez pas vous reposer, et on repart sur une aventure ou autre chose. Voilà. Donc c'est générateur d'histoire, hein, c'est générateur de rebondissement. Mmh. Alors ça tombe bien que tu parles d'histoire puisque justement c'était, notre prochain sujet. C'est, Mmh. en Brancalonia, est-ce qu'il y a des scénarios, on va dire, qui sont faits pour, plus pour les Plein. débutants et en termes de campagne aussi? Est-ce que voilà, il y a déjà possibilité de rentrer dans des campagnes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà proposées? Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le livre de base est conçu de telle manière que pour chaque descriptif de région que vous avez, sachant qu'il y en a 17 dans mon souvenir, vous avez le type de corvée que vous pouvez jouer dans cette région. Donc, déjà, rien qu'à la lecture du livre, vous avez, quand vous regardez le descriptif de la région, si vous laissez votre imagination courir un petit peu, vous allez dire ah tiens, ça, je les collerais bien sur ce truc-là. Enfin, comme on fait tous, je suppose, quand on lit un bouquin de jeu de rôle avec des descriptifs d'univers. Donc déjà, il y a ces accroches de scénarios. Ensuite, dans le livre de base, il y a 7 scénarios, dont un qui est vraiment orienté débutant, voire même jeune joueur. Donc vous allez pouvoir faire découvrir le loisir et le jeu à des jeunes joueurs ou à des joueurs qui ne connaissent pas le jeu de rôle, et aussi à des joueurs un peu plus expérimentés. Et là, c'est le travail du MJ de pimenter un petit peu les choses, mais on peut aussi le jouer de manière très soft et sympathique avec des jeunes joueurs et joueuses. Et puis après, il y a 6 scénarios qui forment une mini-campagne, sachant que dans Brancalonia, on ne dépassera jamais le niveau 6, parce que vous êtes des brocasses, encore une fois, donc espérez pas atteindre le niveau 17, c'est pas l'objet du jeu. Donc les campagnes au long cours, c'est pas trop l'objet Mmh. de ce jeu en tout cas. C'est plus de réussir à survivre et à vivoter suffisamment longtemps pour enfin réaliser le casse du siècle, qui interviendra généralement quand vous serez niveau 6. Et donc ce scénario de casse du siècle, il est proposé, enfin il y en a un qui est proposé dans le livre de base, et dans le premier supplément de la gamme qui s'appelle le Macaronicon. Mmh. Voilà, ça pose aussi les choses là. Dans le Macaronicon, il y a de nouveau 6 scénarios qui eux aussi peuvent former une mini-campagne. Alors, c'est pas une mini-campagne dans le sens où il y a un arc narratif qui s'étend sur les 6 campagnes, mais voilà, ça vous permet de mener vos personnages jusqu'au casse du siècle. Et puis, lors du financement participatif dont on a parlé en introduction, euh, financement participatif français, on a débloqué 2 scénarios originaux, un qui est plus pour les personnages de niveau 3, pour des raisons narratives en fait, parce qu'il faut qu'ils aient un petit peu d'affect par rapport à leurs repères, parce que bien sûr, la compagnie d'aventuriers, la clique, a une base qui s'appelle le repère, et dans lequel ils peuvent faire des aménagements. Donc ce scénario est intéressant s'ils ont un petit peu commencé à s'attacher à leurs repères. Et puis, il y a un scénario donc ça, c'est celui que j'ai rédigé. Et puis, le traducteur de la gamme, qui s'appelle Arthur Camboli, a rédigé un autre scénario qui, lui, est plus un casse du siècle pour Mmh. que les joueurs et joueuses, enfin, que les personnages, d'une manière générale, terminent leur carrière en apothéose. Dans le développement de la gamme, nos amis italiens ont financé une vraie campagne, là, pour le coup, au long cours, qui s'appelle en anglais The Empire Walks Back, donc référence encore une fois, dont on va assurer la traduction quand elle sera parfaitement finalisée. Là, ils étaient encore en phase de playtest, mais ça ne devrait plus trop tarder. Alors je vois qu'il y a du monde qui nous a, rejoints et je pense que, parmi eux, il doit y avoir pas mal de MJ. Yes. Justement, pour les MJ qui aimeraient bien se lancer, sur ce JDR, est-ce Mm. que, tu as des conseils à donner pour, peut-être une bonne prise en main? Alors, il y a dans la première page, je crois, dans l'une des toutes premières pages du bouquin, il y a toute une liste d'inspirations qui sont là pour donner le ton du jeu. Donc n'hésitez pas à parcourir cette liste d'inspiration et à voir,
à voir déjà ce que ça vous évoque, quoi. Il y a forcément des œuvres que vous aurez lues dedans, lues, vues, parcourues. Il y a de la BD, il y a des films, il y a du théâtre, de la littérature. Donc n'hésitez pas à parcourir ça parce que d'habitude on survole. Là, ça vous donne vraiment l'esprit du jeu qui peut aller du très parodique. Encore une fois, Bud Spencer et Terence Hill qui mettent des baffes plus qu'ils se servent de leurs colts, donc de leurs épées ou de leurs arbalètes. Et puis du plus âpre, je pense notamment à La chair et le sang de Verhoeven, Lady Hawk. Donc voilà, des choses qui se passent dans une Europe, des œuvres d'une manière générale qui se passent dans une Europe médiévale. Après, le bouquin de base est émaillé de plein de conseils. Il est vraiment facile de prise en main parce qu'il se lit de manière très agréable. Déjà en VO, il a été pensé pour être facilement lisible. On a fait un gros travail en travaillant sur la version anglaise, mais en se préférant sur la version italienne pour que ce soit vraiment un bouquin agréable à lire. Voilà, la technique est dans un coin et toute la présentation de l'univers est dans un autre. Donc vous pouvez commencer par vous imprégner de tout ça pour comprendre de quoi il retourne. Et après, sur la manière de mener vos parties, vous êtes là pour vraiment vous faire plaisir, quoi. Il y a vraiment pas d'autre enjeu que de se faire plaisir. Là, on a lancé, à l'occasion de la sortie du jeu en boutique, le Brancalonia Tour. Donc si vous parcourez les réseaux sociaux, vous verrez peut-être passer des annonces pour cet événement qui a lieu sur toute la France, dans les boutiques et les assos. Du 15 octobre au 15 novembre, vous avez l'occasion, dans une boutique ou une asso près de chez vous, d'aller découvrir le jeu. J'étais samedi à Toulon pour un lancement comme ça, sur le Brancalonia Tour. Mais on s'est bidonné, quoi. On s'est vraiment bidonné parce que voilà, encore une fois, ça se prend pas au sérieux. Et pourtant, vous pouvez jouer, voilà, pour avoir des vraies intrigues. Mais aussi, il y a le côté, bon, bah, voilà, on est des feignants, on n'a pas envie de bosser, et pourtant il va falloir y aller, et on y va. Et du coup, tout est prétexte à faire des conneries. Et ça, d'habitude, voilà, quand on a une table qui est pas sérieuse, l'histoire avance pas. Là, au contraire, l'histoire avance parce que on fait des bêtises, et que je te vole un jambon, et que je te recrute le marmiton que j'ai tatané 5 minutes avant, et ça devient mon page, etc. Et c'est que des âneries comme ça. Je croise un barde, il raconte une chanson à la gloire de mon personnage. C'est quoi la chanson? C'est Yolanda, Yolanda, Yolanda. Oui, inspiration Scott Pilgrim. Enfin, le MJ était à fond et enfin vraiment, on était mort de rire et ça participe complètement à l'ambiance du jeu. Donc, c'est voilà. Pour les MJ, si vous avez envie de souffler entre des jeux à l'ambiance un peu plus lourde, ça peut être une bonne occasion. Et puis, comme les PFJ ne sont pas amenés à pousser très loin les niveaux, c'est l'occasion rêvée de faire des one-shots, quoi. Alors moi, j'en profite, je participerai justement au Brancalonia Tour le 5 novembre à Strasbourg, à Philibert, magasin de jeux. Je serai présent pour faire découvrir le jeu. Alors, je crois que vous aurez même la présence du premier coordinateur de la gamme et traducteur, à savoir Arthur Camboli, je crois. Je crois aussi. Voilà. Bah voilà, donc si parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens qui sont en Alsace, n'hésitez pas à passer à ce moment-là. Alors, je te propose de passer à la partie questions-réponses parce qu'en fait, on a eu Yes. pas